juste adresser quelques remerciements à l'Université de Savoie et son président, tout d'abord, qui permettent l'organisation de ces conférences Amphi pour tous, au laboratoire CEDEPOC également et à son directeur, Jean-François Joie, qui nous a accompagnés dans la préparation de cette conférence. Et enfin, à Caroline Fauveau et Élodie Barrois, qui ont également contribué à l'organisation matérielle de cette conférence. Donc, on vous a donc distribué les boîtiers de vote, puisque nous allons vous poser des questions tout au long de cette conférence, donc des questions à choix multiples auxquelles vous pourrez répondre. Et donc, on va d'ailleurs tout de suite essayer avec une première question à laquelle on vous demande, donc une question assez générale, à laquelle on vous demande de répondre de manière assez intuitive. Alors, c'est justement l'objectif de la conférence. Donc, on vous pose la question en amont pour recueillir votre avis. Donc, répondez de manière intuitive et on rentrera dans le détail après. Donc, voilà, vous répondez A, B ou C. Vous pouvez répondre plusieurs possibilités. Bon, là, oui et non, c'est un peu contradictoire, mais vous pouvez. Voilà. Première tendance. Donc, écoutez, on ne va pas vous répondre tout de suite, mais c'est justement, donc on espère qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez la réponse à cette question. On va y venir justement, c'est l'objectif. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme vous le savez, la protection de l'environnement, c'est un objectif qui est communément partagé par de nombreux États et qui est intégré dans de nombreuses politiques publiques. Simplement, si il est évident que l'objectif est largement partagé, il est également évident que les méthodes pour pouvoir y parvenir divergent et s'inspirent de philosophies, d'éthique et de théories économiques qui sont parfois radicalement opposées. Alors, pour schématiser, on peut classer ces méthodes en 3 grandes catégories. La première méthode de protection de l'environnement, c'est notamment la régulation unilatérale, la régulation verticale. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Il s'agit tout simplement de lois et de règlements qui vont être adoptés au sein d'un État, donc le droit positif qui va venir réglementer le droit de l'environnement. Donc, vous voyez, c'est une réglementation qui est verticale, qui vient du bas vers le haut. Donc voilà, ça c'est une première méthode possible de protection de l'environnement. Vous avez aussi une autre catégorie qui consiste en la mise en place de taxes qui vont avoir pour objectif d'inciter les acteurs à adopter des comportements vertueux. On verra si on a le temps l'exemple, par exemple, de la taxe carbone, mais il s'agit de cette technique-là. Et puis enfin, vous avez troisième catégorie, le recours à des mécanismes de marché qui donc se basent, comme son nom l'indique, sur l'offre et la demande. Et c'est précisément ce qu'on va vous présenter dans le cadre de la conférence. Donc on va davantage vous parler de cette troisième catégorie. Puisqu'il est vrai que ces dernières décennies ont été marquées par le rôle croissant du marché comme instrument de protection de l'environnement. Et très récemment, une loi a été adoptée, donc c'est la loi biodiversité qui a été adoptée en août 2016, qui a introduit en droit français un nouveau mécanisme que l'on va vous expliquer plus en détail. Il s'agit donc des banques de compensation. Donc on vous expliquera ce mécanisme. Mais ce type de mécanisme-là, précisément, a relancé la controverse sur l'utilisation de mécanismes basés sur le marché pour pouvoir protéger l'environnement. Alors pourquoi est-ce qu'il existe une controverse ? Pour faire simple, si vous voulez, pour les uns, il s'agit de mécanismes qui sont efficaces, voire indispensables dans nos sociétés dites libérales. Et pour les autres, il s'agit de mécanismes qui correspondent davantage à une marchandisation ou une financiarisation de la nature. Et ainsi, la question est la suivante. Est-ce que finalement, nous devons nous montrer pragmatiques et accepter en quelque sorte une certaine monétarisation de la nature afin d'infléchir certains de nos comportements ? Ou à l'inverse, est-ce que l'on doit rejeter ces mécanismes pour des questions d'éthique, notamment d'éthique environnementale ? Donc c'est précisément l'objectif de la conférence de ce soir. On va procéder en 2 temps. Dans un premier temps, on va essayer de vous éclairer
Et donc c'est ce qui fera l'objet de notre première partie sur l'origine de ces mécanismes, l'origine éthique, philosophique, économique de ces mécanismes du marché. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail en prenant quelques exemples et en vous expliquant concrètement comment peuvent fonctionner ces mécanismes-là. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mécanismes du marché, ils s'inspirent d'une certaine vision éthique de l'environnement. Les éthiques de l'environnement, elles ont pour but d'interroger les rapports que l'homme entretient avec l'environnement. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces éthiques, elles sont essentielles, notamment en droit, puisqu'elles vont permettre d'orienter le travail, notamment de qualification juridique des biens environnementaux. Et donc, ces éthiques, donc, elles nous proposent donc une réflexion morale sur l'environnement. Et en fait, il existe 3 grandes éthiques que je vais vous présenter. Et donc, juste avant, on va peut-être vous poser une question à laquelle je répondrai juste après. Donc, je vous laisse reprendre vos boîtiers de vote. Donc, voilà la question. À votre avis, à quelle éthique correspondent les mécanismes économiques utilisés à des fins de protection de l'environnement? Donc, là aussi, répondez de manière assez intuitive. Alors, donc plutôt majoritairement une éthique écocentrée et à égalité anthropocentrée et biocentrée. Alors, eh ben, vous n'avez pas totalement tort, mais on va voir que la réponse, c'était plutôt l'éthique anthropocentrée. Donc, on va voir donc, dans un premier temps ce qu'est cette vision anthropocentrée de la nature. Donc, comme son nom l'indique, c'est une éthique qui va placer l'homme au cœur de la réflexion. Donc, dans cette éthique, l'homme, dans une logique toute cartésienne, est perçu comme maître et possesseur de la nature. Et finalement, cette nature, elle est réduite à un rôle strictement instrumental. On l'aperçoit comme un réservoir de ressources dans lequel l'homme pourrait puiser sans limite. Donc, on est vraiment dans une conception utilitariste du rapport homme-environnement. Donc, on voit rapidement les limites d'une telle éthique anthropocentrée, notamment aujourd'hui dans un contexte de crise environnementale où ces ressources naturelles sont en train de s'épuiser. Néanmoins, si on regarde les instruments juridiques de protection de l'environnement, que ce soit aussi bien les textes en droit national, comme par exemple la charte de l'environnement annexée à notre Constitution, mais également les textes de droit internationaux, eh bien, on voit que ces textes, ils ont été largement influencés par cette éthique anthropocentrée qui fait de l'homme la mesure de toute chose, puisqu'à chaque fois dans ces textes, eh bien, la protection de la nature y est envisagée uniquement à raison de ses conséquences pour l'homme et notamment de ses conséquences sur la santé humaine. On va protéger la nature parce que ça peut avoir des conséquences sur la santé humaine notamment. Donc ça, c'est le premier courant d'éthique qui donc a inspiré les grands textes du droit de l'environnement. Néanmoins, dans un contexte de crise environnementale, à partir des années 1970, vont se développer de nouveaux courants d'éthique. Donc on va avoir un renouveau de la réflexion morale sur l'environnement. Et donc, ce renouveau, il s'observe surtout dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis. Alors, ça peut paraître surprenant au vu de l'actualité et de la politique environnementale de Donald Trump, mais c'est bien aux États-Unis qu'est né ce renouveau de la réflexion morale sur l'environnement. Donc pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans ce pays, le rapport entre l'homme et la nature est véritablement perçu dans une dimension morale. Et la protection de la nature participe véritablement de la construction de l'identité nationale américaine. Voilà, donc on a
ce renouveau de la pensée dans les pays anglo-saxons, mais il faut bien voir que ce renouveau de la réflexion, il va avoir des répercussions en termes juridiques et en termes politiques, puisque dès 1964, vous allez avoir la mise en place d'une protection de ces espaces naturels. C'est la création des grands parcs nationaux américains. Donc on voit bien l'influence de cette réflexion sur la politique. Et donc ce renouveau de la réflexion morale, finalement, il se divise en deux grands courants que sont l'éthique biocentrée et l'éthique écocentrée. Donc on va voir rapidement ce qu'est l'éthique biocentrée. Donc si je reprends, on peut la résumer de cette manière. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver la valeur intrinsèque de chaque unité, et elle est injuste lorsqu'un seul des éléments de la communauté biotique, donc homme, espèce, animal, espèce animale ou végétale, est considéré comme un moyen et non une fin en soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette éthique biocentrée, c'est véritablement une éthique de respect de la nature. Le biocentrisme va considérer chaque être vivant, chaque élément de la biosphère comme un centre téléologique de vie. C'est-à-dire que chaque élément de la nature est considéré comme digne de respect, sans principe de priorité. On ne considère pas que l'homme doit avoir la priorité sur d'autres espèces. Donc là encore, ce sont essentiellement des auteurs anglo-saxons qui ont développé cette pensée. Donc vous avez Peter Singer qui a beaucoup fait pour le droit des animaux, Paul Taylor, Tom Regan, et si on fait un petit peu de chauvinisme, on peut quand même citer Albert Schweitzer, donc, qui est un Français, qui est l'un des premiers philosophes à avoir rompu avec le dualisme cartésien, qui distingue d'un côté un homme sujet de droit et une nature objet. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces éthiques et cette éthique biocentrée, elle est destinée à s'insérer dans une situation concrète et notamment à aider, à orienter la prise de décision. Et on voit bien que l'égalité biosphérique qui est prônée par cette éthique va difficilement être mise en œuvre, puisque si on pousse la logique jusqu'au bout, respecter tout être vivant, tout élément naturel, c'est finalement renoncer à vivre. Donc néanmoins, on a quand même une influence de cette éthique sur le droit, et si on veut la transposer dans le langage juridique, donc reconnaître une valeur morale à tous les êtres vivants revient finalement à reconnaître des droits juridiques à la nature. Donc là, on va là encore vous poser une petite question. Donc parmi ces entités naturelles, à votre avis, lesquelles se sont vues reconnaître la personnalité juridique dans le monde ? Donc là encore, plusieurs réponses sont possibles. Hein. Oui, c'est plutôt juste. Donc, on va aller peut-être du plus évident au moins évident. Donc, effectivement, les associations environnementales, ne serait-ce qu'en France, ont bien évidemment la personnalité juridique. Après, pour ce qui est du reste, je vais tout simplement vous donner certains exemples. Donc, les fleuves. Par exemple, dans certains États, se sont vus reconnaître la personnalité juridique. Donc, très récemment, la Nouvelle-Zélande, par exemple, a reconnu cette personnalité juridique à son fleuve Wanganui. Pour un autre exemple, vous avez également l'État himalayen qui a reconnu la personnalité juridique au Gange et à son principal affluent. Ensuite, depuis 2008, par exemple, l'Équateur a inscrit dans sa constitution les droits de la nature, donc les droits de ce qu'ils appellent la terre-mère, la Pachamama. Donc, depuis 2008, la Pachamama, donc, qui englobe aussi bien les terres que les forêts, les montagnes, se voit reconnaître la personnalité juridique. Et la Bolivie lui a rapidement emboîté le pas pour reconnaître donc, cette personnalité à la terre-mère.
Voilà, pour ce qui est des animaux, donc là encore, je vais vous donner que quelques exemples. Donc, par exemple, récemment, vous avez les orang-outans en Argentine ou encore les dauphins en Inde qui se sont vus reconnaître cette personnalité juridique en tant que personne non humaine. Oui, normalement, ça a permis la libération d'orang-outans dans des zoos. Voilà. Voilà, donc c'est juste quelques exemples pour vous montrer un peu l'évolution du droit. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement, les rares pays qui reconnaissent la personnalité juridique à des éléments naturels sont des pays qui ont des populations indigènes qui entretiennent un lien sacré finalement avec la nature. Donc si on revient un peu au droit français, donc on est encore loin de reconnaître la personnalité juridique à la terre-mère. En revanche, on peut noter une évolution. L'évolution la plus notable, c'est certainement ce qui concerne le droit des animaux, puisque désormais les animaux sont reconnus comme des êtres doués de sensibilité. Et donc finalement, on va avoir un extensionnisme légal qui revient donc à calquer à reconnaître des infractions contre les animaux sur le modèle humain. Donc, par exemple, mauvais traitement volontaire, sévices graves, imprudence, inattention, négligence. Donc, tout ça sont des infractions qui ont été étendues à l'espèce animale. Donc voilà pour rapidement l'éthique biocentrée. Et enfin, la dernière éthique, c'est l'éthique écocentrée. Donc cette éthique, elle est souvent présentée finalement comme une voie médiane entre l'éthique anthropocentrée et l'éthique biocentrée. Donc elle peut se résumer de la manière suivante. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Donc là encore, c'est un Américain, un forestier américain, Aldo Leopold, qui a théorisé cette éthique écocentrée. Donc en fait, à la différence de l'éthique biocentrée qui prône la non-intervention de l'homme dans la nature, eh bien l'éthique écocentrée, elle se veut conséquentialiste. C'est-à-dire qu'elle autorise les interventions dans la nature, mais à condition seulement qu'elles soient faites à bon escient et qu'elles n'endommagent pas la communauté appréhendée dans sa globalité. Donc on est dans une approche holiste. En fait, là, l'homme fait partie d'un tout et il faut qu'on préserve ce tout. Donc voilà pour les différentes éthiques. Donc vous voyez bien que les mécanismes de marché, qu'on va voir maintenant plus en détail, s'inspirent plutôt de l'éthique anthropocentrée, de cette vision utilitariste, et dans une moindre mesure de l'éthique écocentrée. Alors après avoir écouté ces développements sur les différentes éthiques de la nature, on va s'intéresser donc à la théorie économique qui inspire précisément donc ces mécanismes de marché. Alors là encore, je vais vous demander de répondre à une courte question et puis je vais développer tout de suite, donc c'est pas très difficile. Alors simplement, il s'agit de répondre à la question suivante. À votre avis, l'idée de donner un prix à la nature puise sa source dans quelle théorie économique ? Alors effectivement, comme la plupart d'entre vous l'ont perçu, effectivement, les mécanismes de marché s'inspirent de la théorie économique néoclassique. Alors de quoi il s'agit en quelques mots ? Il s'agit tout simplement d'appliquer une logique libérale, donc une logique de marché, à d'autres secteurs que le secteur marchand. Donc ça va par exemple être le cas pour l'éducation, qui n'est pas a priori un secteur marchand. Et puis nous, pour ce qui nous intéresse, ça va être le cas en droit de l'environnement. Alors, selon cette théorie économique, c'est l'absence de droit de propriété qui serait à l'origine des défaillances environnementales. C'est ainsi qu'alors, je vais vous donner plusieurs exemples pour pouvoir mieux comprendre ce concept. C'est, si vous voulez, si on prend l'exemple d'une usine qui produit de la pâte à papier et de la cellulose,
et qui déverse ces polluants dans une rivière, vous voyez bien qu'en fait, cette usine, cette entreprise va avoir un impact qu'on va qualifier de négatif sur l'environnement. Et donc, selon cette théorie économique, cet impact négatif va être qualifié d'externalité négative sur l'environnement. À l'inverse, on peut prendre un contre-exemple qui est tout à fait à l'opposé. On peut prendre le cas d'un apiculteur, des abeilles d'un apiculteur, qui vont participer à la pollinisation des arbres d'un arboriculteur qui se situe à proximité. Et donc vous voyez que là, l'action de ces abeilles via l'apiculteur vont engendrer un impact là positif et non plus négatif sur l'environnement. Et donc là, cet impact positif va donc être qualifié d'externalité dite positive. Et si vous voulez, tout l'objectif de cette théorie économique néoclassique, elle vise à quoi? Elle vise à internaliser ces externalités, qu'elles soient positives et négatives. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les réintroduire au sein du marché pour pouvoir les prendre en compte. Donc vous avez, pour ce faire, pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire internaliser ces externalités, vous avez plusieurs mécanismes possibles. Vous avez un premier mécanisme, alors on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'instauration d'une taxe. Alors c'est notamment la proposition d'Arthur Pigou, qui est un économiste, qui préconise la mise en place de taxes qui correspondraient au montant de l'externalité négative. Alors si je reprends mon exemple de l'usine, la taxe va correspondre à l'impact négatif qu'elle cause à la rivière. Mais vous avez également donc un deuxième mécanisme qui passe par l'instauration d'un marché. Donc vous avez, si vous voulez, donc, de la même manière que dans le secteur marchand, des individus, donc des acteurs qui vont être intéressés par l'achat de biens ou de services. Par exemple, ça peut être l'achat de moins de bruit, de moins de pollution, d'un beau paysage, etc., etc. Alors toujours pour reprendre les exemples que je vous ai donnés, dans le cas de l'usine qui produit de la pâte à papier, si on prend l'exemple d'un riverain qui se situe en aval, donc qui subit la pollution causée par l'entreprise, ce riverain va être intéressé, en ce qui le concerne, par l'achat, par exemple, d'un droit de rivière propre. En revanche, l'entreprise va être intéressée par l'achat d'un droit dit à polluer. Donc vous voyez qu'en fait, entre cette offre et la demande, va pouvoir se créer un marché où donc l'offre et la demande vont pouvoir se rencontrer. Et donc le prix versé par l'entreprise pour pouvoir verser les polluants va pouvoir financer des actions de protection ou de dépollution de la nature. Donc voilà pour, en quelques mots, ces mécanismes de marché qui, tout simplement, recréent en fait un marché au sein d'un secteur qui, a priori, n'utilise pas nécessairement ces techniques-là. Donc ça, c'était un premier point sur la théorie économique, mais il y a également donc, un article qui a également eu beaucoup de répercussions au sein de la théorie néoclassique. Donc il s'agit d'un article de Gareth Hardin donc, qui s'intitule « La tragédie des communs ». Et là encore, je vous invite à répondre à la question que vous voyez derrière. Alors effectivement, c'est plutôt la réponse B. Donc je vais développer rapidement. Donc cet article a été écrit en 1968 et a eu une répercussion très conséquente, donc notamment au sein de cette théorie économique, donc des théoriciens néoclassiques, qui vont en fait s'appuyer sur cet article pour, dans un premier temps, discréditer les politiques publiques contraignantes en matière environnementale qu'ils considèrent comme étant trop coûteuses ou inefficaces. Et comme vous vous en doutez, ils vont privilégier le recours aux instruments de marché. Alors, pour vous expliquer rapidement cet article et donc cette fameuse tragédie des communs, Gareth Hardin prend comme exemple un pâturage qui est commun entre plusieurs éleveurs. Donc, vous voyez, ce pâturage n'est pas un bien privé, il s'agit donc d'un bien commun ou collectif. Et donc, les différents éleveurs vont finalement, en réfléchissant à leur intérêt individuel, avoir davantage intérêt à surexploiter la ressource, soit en l'utilisant davantage, soit en faisant venir paître, à augmenter le nombre de bêtes qui vont venir paître sur ce pâturage.
Et donc, vous voyez que l'addition de ces différents intérêts individuels est contraire à l'intérêt collectif, à l'intérêt général, qui est précisément la protection de la ressource. Et donc, Garrett Hardin conclut son article de la manière suivante, à savoir que le libre accès et la gratuité à une ressource limitée engendrent sa surexploitation. Là, en l'occurrence, il va s'agir d'un surpâturage, et donc son érosion, voire éventuellement sa disparition à terme. Et donc cet article et cette théorie développée par Garrett Hardin va être récupérée par les théoriciens néoclassiques qui vont donc considérer que pour pouvoir justement lutter contre cette érosion inexorable, il faut non pas collectiviser donc les biens, par exemple le pâturage, mais définir des droits de propriété privée pour pouvoir mieux protéger l'environnement et utiliser les ressources de manière économe. Donc maintenant, on vous a présenté donc, dans les grandes lignes les différentes éthiques environnementales. On vous a donc précisé que les mécanismes de marché s'inspirent davantage d'une éthique anthropocentrée, éventuellement de l'éthique écocentrée, et également que donc, les mécanismes de marché s'inspirent de la théorie économique néoclassique. Et on va rentrer davantage dans le détail et vous présenter quelques-uns de ces mécanismes-là. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors qu'on va intégrer la protection de l'environnement dans une logique de marché, va se poser la question de l'évaluation monétaire de la nature. Donc, le premier problème, eh bien, c'est que la nature n'a pas de prix. En revanche, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de prix qu'elle n'a pas de valeur. De même que si la nature n'a pas de prix, en revanche, sa préservation, sa réparation a un coût. Donc, il va falloir attribuer une valeur monétaire à cette nature, et donc se pose la question de savoir comment on va procéder. Donc, en fait, on procède en deux étapes. Tout d'abord, il va falloir identifier la valeur de cette nature et ensuite traduire cette valeur en termes monétaires. Donc, la première étape, c'est donc la question de la valeur. Et là encore, je vous invite à répondre une ou plusieurs réponses à cette question. Donc, à votre avis, quelles sont les valeurs que l'on va prendre en compte pour évaluer économiquement la nature ? Donc, plutôt la valeur d'usage direct. En fait, on va utiliser toutes ces valeurs. Donc, on peut répondre absolument toutes les réponses, puisque toutes ces valeurs vont être utilisées pour évaluer monétairement la nature. Donc, si on les détaille rapidement, donc, dans un premier temps, on va prendre en compte les valeurs d'usage. Donc là, on est plutôt dans une logique anthropocentrée. Donc, c'est quoi cette valeur d'usage ? C'est tout simplement les avantages que l'homme va retirer de l'utilisation d'un actif environnemental. Donc, si c'est une valeur d'usage direct, eh bien, ça va être tout simplement l'alimentation, l'énergie, effectivement, les matériaux de construction, donc tous ces usages que l'on peut faire de la nature. La valeur d'usage indirect, là, par exemple, on va être sur la fertilité des sols, ou encore une valeur d'usage optionnelle, comme l'intérêt à maintenir les paysages. Donc ça, ce sont les valeurs d'usage direct. À côté, on va prendre également en compte les valeurs d'usage indirect qui, là, correspondent aux fonctions, usages et actifs naturels non consommés et non consommables par l'homme. Donc, c'est par exemple la stabilité climatique, la biodiversité, et on se rapproche tout simplement de la valeur intrinsèque de la nature. Donc voilà les différentes valeurs que l'on va prendre en compte. Et donc ensuite, il va falloir traduire ces valeurs en termes monétaires. Et là encore, on a recours à des mécanismes de la science économique, puisqu'on considère en fait qu'il y a 4 valeurs monétaires que l'on peut attribuer à la nature. Donc tout d'abord, c'est le prix du marché, puisque parfois il existe
un prix de marché, par exemple le prix de la tonne de bois. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle les coûts observables. Donc là, l'idée, c'est que le prix d'un actif environnemental va être égal aux dépenses nécessaires à sa protection. Donc, je vous donne un exemple. En cas de déforestation, on va regarder le coût d'un reboisement. On peut également prendre en compte le coût des conséquences économiques. Donc, par exemple, dans le cas d'une marée noire, là, on va se fonder sur la perte des revenus issus de la pêche ou issus du tourisme. Donc ça, ce sont les coûts observables. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les prix hédoniques. Donc les prix hédoniques, en fait, ils permettent d'isoler dans le prix d'un bien naturel la part imputable à ses caractéristiques environnementales. Donc tout simplement, par exemple, pour une forêt, comment on va faire pour déterminer la part de ses caractéristiques environnementales ? Par exemple, on va faire la différence entre le prix d'un logement ou d'un terrain situé à proximité de cette forêt avec le prix d'un logement plus éloigné de cette forêt. Idem, par exemple, pour la mer. On va faire la différence entre le prix d'un logement avec vue mer et un logement qui n'aurait pas la vue mer. Pour ce prix hédonique, on peut également avoir recours à des enquêtes. C'est-à-dire qu'on va interroger un panel de personnes et leur demander quel prix elles seraient prêtes à payer pour préserver tel espace naturel. Enfin, la dernière technique, c'est tout simplement le tarif politique. Donc là, il s'agit de fixer une valeur négociée politiquement. Donc voilà pour les différentes valeurs monétaires de la nature. Donc on voit bien le caractère aléatoire de cette évaluation qui reste quand même largement fondée sur les valeurs d'usage de la nature. Et donc c'est pourquoi, pour certains, il est important de considérer ces valeurs monétaires comme des estimations de la nature à minima. Je vais vous présenter donc plus en détail un mécanisme. Je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction, donc, qui a été introduit par la loi biodiversité en août 2016. Donc il s'agit des banques de compensation. Alors, de quoi s'agit-il ? Avant de vous détailler donc, ces banques de compensation, je vais d'abord vous toucher quelques mots de la compensation. Alors, si vous voulez, quand un aménageur a un projet d'aménagement, alors projet d'aménagement qui a quand même un impact significatif sur l'environnement, donc on exclut les projets ayant un très faible impact sur l'environnement. Donc, par exemple, lorsqu'un aménageur souhaite construire une autoroute, vous comprenez bien que ce projet d'aménagement a un impact négatif sur l'environnement. Et donc, cet aménageur va tenter dans un premier temps d'éviter les impacts négatifs sur l'environnement. Donc ça fait partie de la séquence que l'on nomme en droit ERC. Donc d'abord, éviter les impacts négatifs sur l'environnement. Comment les éviter dans le cas que je vous ai donné ? Par exemple, en choisissant un autre tracé qui aurait un impact moindre sur l'environnement. Ensuite, lorsque l'on ne peut pas tout éviter, on essaie de réduire les impacts négatifs sur l'environnement. Là encore, par exemple, on peut imaginer un tracé ou un projet d'aménagement moins ambitieux. Donc on évite, on réduit, et puis ensuite, dans un troisième temps, en dernier recours, on va donc compenser les impacts résiduels négatifs sur l'environnement. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Par exemple, je reprends toujours mon exemple de l'autoroute. Si ce projet d'aménagement engendre par exemple la disparition d'une espèce animale, la compensation va viser à réintroduire tel type d'espèce sur un autre site afin de permettre d'éviter justement cette perte de biodiversité. Ce qu'il faut encore savoir également pour bien comprendre ce mécanisme, c'est que jusqu'à maintenant, la compensation était uniquement une compensation qu'au cas par cas. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'elle n'était réalisée qu'au gré des différents aménagements. Donc, par exemple, avec le projet d'autoroute, la compensation ne pouvait se réaliser qu'après le projet d'aménagement. Donc, il s'agissait ce qu'on l'appelle donc une compensation ex poste, c'est-à-dire après le projet d'aménagement et non pas en amont. Donc au cas par cas, au gré des différents projets d'aménagement et après
après le projet d'aménagement. Et donc précisément, les banques de compensation visent à rompre avec cette logique. Donc la compensation ne va plus être postérieure au projet d'aménagement, mais antérieure. Et donc on va nommer cette compensation par l'offre, en amont du projet, et non pas après le projet. Alors comment est-ce que cela va être mis en œuvre? On en est là clairement au balbutiement, hein. Vous allez avoir en fait des opérateurs de compensation, donc ce sont les banques de compensation, qui vont réaliser des opérations de compensation en amont, de manière tout à fait déconnectée des projets d'aménagement. Donc ces opérateurs de compensation vont par exemple acquérir des sites ou conclure des conventions avec des propriétaires sur lesquels ils vont mener une action de compensation. Et vous allez avoir ensuite les aménageurs qui, eux, sont soumis à cette fameuse obligation de compenser les impacts résiduels sur l'environnement. Ils vont pouvoir donc acquérir auprès de ces banques de compensation des actifs naturels. Donc, ils vont acquérir finalement autant d'actifs qui correspondent à leur obligation de compensation. Donc, un actif correspond à 1 hectare. Hein, donc, si par exemple, ils sont soumis à une obligation de compenser par exemple 3 hectares, ils vont devoir acquérir 3 unités de compensation auprès de cette banque de compensation. Donc là encore, c'est une logique, vous voyez, d'offre et de demande. Hein. Vous avez les opérateurs de compensation qui proposent une offre de compensation et les aménageurs soumis à leur obligation de compenser, qui vont donc acquérir auprès de ces opérateurs des actifs naturels pour pouvoir réaliser leur obligation de compenser. Alors, juste encore pour vous donner quelques éléments, vous avez, alors ça reste expérimental encore actuellement, vous avez la CDC Biodiversité, donc c'est une filiale de la Caisse des dépôts et des consignations qui mène à titre expérimental des actions de compensation par l'offre, c'est-à-dire en proposant des unités de compensation aux aménageurs. Alors, autre élément qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit pas en fait à proprement parler d'une financiarisation de la nature. Pourquoi ? Parce que le Code civil, donc c'est notamment l'article 714, précise que la biodiversité est inappropriée et inappropriable. En réalité, si vous voulez, ce qui est vendu, ça n'est pas la nature en tant que telle, c'est l'action de compenser. Donc la banque de compensation vend cette action de compenser. Et juridiquement, ça s'analyse davantage comme une prestation de service, et c'est précisément ce qui est vendu aux aménageurs. Ensuite, autre élément pour bien comprendre ces mécanismes, la loi biodiversité a posé en principe différents éléments, notamment elle a posé comme principe la notion d'équivalence entre les pertes et les gains. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que l'acquisition d'unités de compensation auprès de ces banques n'est possible que si elles sont équivalentes aux impacts négatifs causés par le projet d'aménagement. D'ailleurs, la loi de biodiversité précise même la notion et l'objectif de zéro perte nette, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une équivalence, comme je vous l'indiquais, entre les dommages causés à l'environnement et la compensation réalisée par l'aménageur. Alors on parle d'objectifs de zéro perte nette, voire de gain net de biodiversité. Bon, ce qui reste quand même sur le gain net de biodiversité assez illusoire. Et enfin, pour terminer sur la présentation de ces mécanismes, il faut juste préciser qu'il s'agit d'une nouvelle opportunité offerte aux aménageurs. Je m'explique, il existe toujours actuellement la compensation au cas par cas, c'est-à-dire que l'aménageur, donc soumis à une obligation de compenser, compte tenu des impacts négatifs que son projet cause à l'environnement, peut toujours réaliser lui-même, postérieurement à son projet d'aménagement, une compensation, ou alors la faire réaliser par un maître d'œuvre en l'externalisant. Donc il s'agit tout simplement, ces banques de compensation, d'une nouvelle possibilité. Le maître d'ouvrage va tout simplement pouvoir aujourd'hui remplir son obligation de compenser en achetant ses actifs naturels auprès d'une banque de compensation. Voilà, donc si on détaille un peu plus ce mécanisme, il est intéressant en fait de présenter ce mécanisme de la compensation écologique par l'offre à travers deux visions, puisque ce mécanisme est largement décrié. Donc je vais vous avancer les critiques
qui sont adressées à ce mécanisme, hein, les critiques avancées notamment par les tenants de l'éthique biocentrée. Et puis Patricia essaiera de répondre à ces critiques dans une logique davantage écocentrée. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la compensation écologique, c'est un instrument clivant. Et son application va être perçue de manière totalement différente selon, alors on caricature un peu, mais selon si on se place du côté des protecteurs de l'environnement qui vont dénoncer de véritables permis de détruire, ou du côté des aménageurs qui, eux, au contraire, peuvent voir dans cette compensation écologique un frein à la croissance économique. Donc ce qui est sûr, c'est que cette notion de compensation écologique, elle ne laisse pas indifférent. Et d'ailleurs, si on se reporte au débat qu'il y a eu lors de l'adoption du projet de loi sur la biodiversité, eh bien, l'article relatif à la compensation est peut-être celui qui a suscité le plus de débats. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que de manière générale, mettre en place une compensation écologique, c'est admettre qu'il est légitime de détruire la biodiversité pour faire face à une demande d'infrastructure. Donc, il est important de souligner que pour qui se préoccupe de la biodiversité, eh bien, devoir compenser nécessairement implie aller dans une situation de toute manière défavorable à la biodiversité, puisque si on reprend le triptyque, le triptyque ERC, donc éviter, réduire, compenser, la compensation est bien le maillon faible de ce triptyque. Et le problème avec la compensation par l'offre, c'est qu'on craint que les aménageurs aient de plus en plus recours à la compensation sans finalement se soucier des deux autres séquences que sont éviter le dommage ou le réduire, puisque finalement cette compensation par l'offre, elle permet une dématérialisation de la compensation. L'aménageur va acheter un titre financier, il y a une totale dématérialisation. Finalement, c'est très facile. Là, pour le coup, d'avoir recours à la compensation écologique. Et du coup, voilà, donc on craint un peu que cette compensation s'assimile à un permis de détruire. On peut noter également qu'on ne parle plus de banque d'actifs naturels, et vous avez les décrets d'application de la loi qui viennent d'être publiés au mois d'avril, et dorénavant on parle de sites de compensation environnementale. On a voulu vraiment faire disparaître toute connotation financière avec cette notion de banque, mais finalement on ne fait que noyer le poisson dans l'eau. Alors pour répondre en tout cas en partie à cette critique liée à une monétarisation, une financiarisation de la nature, ce qu'il faut déjà avoir à l'esprit, c'est que si on s'en tient à la situation actuelle, les mesures de compensation, donc avant la mise en place de ces banques de compensation, n'étaient jamais réalisées. Pourquoi ? Pour différentes raisons, en raison de la complexité de la mise en œuvre de cette compensation, l'absence de professionnalisation, l'absence de contrôle également. Et donc justement, la mise en place et l'introduction de ces banques de compensation, à mon sens, va permettre de rompre avec cette absence d'effectivité des mesures de compensation. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la compensation va être plus effective que ce qui existe jusqu'à présent ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le maître d'ouvrage ne va plus pouvoir prétendre qu'il ne peut pas réaliser lui-même la compensation. Il lui suffit d'acquérir des unités de compensation auprès de cette banque de compensation pour pouvoir s'acquitter de son obligation. Et d'ailleurs, dans la loi de biodiversité, il est prévu que l'administration puisse délivrer des mises en demeure d'acquérir donc ces unités de compensation, et également qu'elle puisse réaliser en lieu et place de l'aménageur la compensation, c'est-à-dire qu'elle acquiert directement ces unités de compensation et qu'ensuite elle délivre un titre exécutoire dont devra s'acquitter l'aménageur. Donc vous voyez, ça c'est une des premières vertus des banques de compensation qui certes ne sont pas une panacée universelle, mais elles créent réellement une pression économique et financière sur le maître d'ouvrage, puisqu'en fait, avec ce mécanisme-là, le maître d'ouvrage sait qu'il va être dans l'obligation, in fine, de s'acquitter
du montant de la compensation et donc nécessairement va devoir le prendre en compte dans son projet d'aménagement. Donc, je vais vous donner juste un exemple puisque, comme je vous l'ai dit, on en est vraiment au balbutiement, on a peu d'opérateurs de compensation. Pour l'instant, il y a uniquement la CDC Biodiversité, mais elle a été justement confrontée à un aménageur qui souhaitait implanter un parc éolien. Et dans le cadre de ce projet d'aménagement, vous aviez au sein de ce parc 2 éoliennes qui posaient des problèmes environnementaux assez importants. Donc l'aménageur a demandé à la CDC Biodiversité qu'elle lui communique le coût effectif de la compensation. Donc la CDC Biodiversité lui a communiqué le coût de la compensation, c'est-à-dire qui correspond à l'achat de crédits de compensation. Et donc, compte tenu du prix qui était très élevé pour cet aménageur, et bien précisément, il a renoncé précisément à ces 2 éoliennes qui posaient des problèmes environnementaux, puisque si il avait persisté dans ce projet-là avec ces 2 éoliennes, eh bien, il aurait dû in fine s'acquitter de ce coût via son obligation de compenser. Donc vous voyez, ça c'est véritablement une des vertus de ce mécanisme, c'est de faire payer à l'aménageur, c'est-à-dire au pollueur, le coût de sa destruction. Alors, par ailleurs, un autre élément sur l'effectivité qui est loin d'être négligeable, c'est la cohérence écologique que permet d'introduire les banques de compensation et les économies d'échelle. Alors pourquoi cohérence écologique? Parce que si vous avez suivi, donc jusqu'à maintenant, c'est une compensation au cas par cas, qui est d'ailleurs pratiquement jamais réalisée. Mais donc vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de cohérence, puisque les aménageurs réalisent leurs projets, et donc la compensation au cas par cas est soumise aux aléas des différents aménagements. Il n'y a aucune cohérence globale par rapport aux mesures de compensation qui sont réalisées. Et là, c'est un petit peu différent puisque les opérateurs de compensation ne vont pas être très nombreux et vont donc mener une action de compensation en amont et réfléchir de manière plus cohérente quel site il va falloir préserver, etc. et sur quel site il faut mener telle ou telle action de protection de l'environnement. Et enfin, sur les économies d'échelle, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que vous comprenez bien que sur le contrôle de l'obligation de compenser, il est très difficile pour l'administration de venir contrôler la mise en œuvre effective auprès de chaque aménageur de la compensation. Alors que là, avec la mise en œuvre des banques de compensation, il suffit à l'administration de venir contrôler les quelques opérateurs de compensation pour que le contrôle soit beaucoup plus poussé. Et enfin, dernier élément sur l'effectivité, sur la pertinence de ces banques de compensation, si on se place d'un point de vue des espèces, donc je vous avais pris l'exemple d'une autoroute et par exemple la dégradation d'une espèce, donc par exemple imaginons que ça cause un impact négatif à des oiseaux, on comprend également tout l'intérêt de la compensation en amont par l'offre. Pourquoi? Parce que si on compense après la réalisation du projet, eh bien les habitats ont déjà été détruits. Alors que là, si la compensation se réalise en amont, on comprend tout l'intérêt précisément de protéger les espèces et de recréer leurs habitats, etc., de leur créer les conditions pour qu'ils puissent se réimplanter sur un autre site. Donc c'est un autre enjeu qui est loin d'être négligeable si on se place d'un point de vue des espèces végétales ou animales avec la compensation par l'offre. Donc voilà, après il y a une autre critique qui est adressée à ce mécanisme de la compensation par l'offre. Elle porte sur en fait l'impossible fongibilité des milieux naturels. Donc c'est quoi la fongibilité des milieux naturels? En fait, c'est la question des équivalences, on vous l'a dit. Il y a un objectif de 0 perte nette de biodiversité qui est inscrit dans la loi, sauf que eh bien, pour les détracteurs de ce mécanisme, il paraît bien utopique de penser qu'un site détruit puisse être recréé à l'identique ailleurs. En effet, la biodiversité, elle relève de dynamiques évolutives, localisées, et finalement, certaines dégradations, notamment concernant certaines espèces endémiques, ne vont pas être compensables en dehors du site impacté. Donc, dès lors, cet objectif semble difficilement atteignable. Et donc là, finalement, on n'arrivera jamais en matière de compensation à la neutralité écologique. Ce qui va être détruit ne pourra pas être recréé à l'identique ailleurs. Donc certes, la loi essaye de mettre quelques garde-fous, notamment
Pour ce qui concerne la CDC biodiversité, on considère que la compensation ne peut pas avoir lieu à plus de 25 km du site qui est impacté, par exemple. Mais néanmoins, ça reste un objectif assez utopique, hein, cet objectif de zéro perte nette de biodiversité. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que ces opérateurs de compensation, ce sont des opérateurs économiques qui sont donc animés par une logique de rentabilité. Donc, dès lors, non seulement ils vont se focaliser uniquement sur les fonctionnalités écologique que l'on sait reproduire, et aujourd'hui la science ne sait pas reproduire toutes ces fonctionnalités, mais en outre le risque c'est qu'ils se focalisent sur des fonctionnalités aisément reproductibles qui ne leur coûteraient pas trop cher. Et là encore, il y a un risque de perte de biodiversité. C'est d'ailleurs ce qui est pointé du doigt dans un récent rapport du Sénat, hein, un rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'efficacité de la compensation environnementale qui pointe du doigt ce risque de perte de biodiversité, puisqu'on remarque quoi ? On remarque qu'actuellement, la compensation porte surtout sur la biodiversité remarquable, donc sur des espèces remarquables, au détriment de la biodiversité ordinaire, qui est un peu laissée de côté et qui pourtant est tout aussi importante. Et donc, là encore, si on se tourne du côté des États-Unis, qui finalement ont été les précurseurs dans la mise en place de cette compensation par l'offre, eh bien, les experts, même si ces résultats sont décriés, eh bien, les experts considèrent par exemple qu'en ce qui concerne la compensation en matière de zones humides, eh bien, ces experts considèrent que 80% de ces zones de compensation ne fonctionnent pas correctement. Alors, sur ce point, donc la critique liée à la fongibilité, c'est-à-dire l'absence d'équivalence totale. Alors, évidemment, on ne peut pas, vous le comprenez, recréer de manière équivalente, intégrale, une espèce végétale ou animale ayant disparu. Alors, simplement, pour pouvoir mieux comprendre le débat, puisqu'à mon sens, l'argument est un petit peu faussé, je vais vous donner un exemple qui n'est pas forcément un exemple en droit de l'environnement, mais qui va vous permettre de comprendre pourquoi, finalement, il s'agit plus d'un objectif à atteindre. Par exemple, si on prend le cas de la réparation du préjudice moral, donc c'est du droit de la responsabilité civile, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit par exemple de réparer les conséquences dommageables suite à la perte d'un être cher. Et bien là, de la même manière, des auteurs civilistes ont critiqué la réparation du préjudice moral, puisque selon certains auteurs, il s'agirait de monnayer la souffrance et donc d'attribuer finalement un prix à la vie. Et donc certains auteurs étaient à l'origine contre la réparation du préjudice moral suite à la disparition d'un être cher. Or, en réalité, il ne s'agit absolument pas d'attribuer un prix à la vie, puisque l'objectif de la réparation du préjudice moral n'est en aucun cas le retour de l'être cher, qui de toute façon c'est tout bonnement impossible. Quel est l'objectif ? Tout simplement, c'est de rendre un peu moins difficile les conséquences matérielles suite à la perte d'un être cher. Et on voit difficilement en quoi ces critiques aujourd'hui pourraient justifier justement la suppression de la réparation du préjudice moral. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parvenir à faire revenir l'être cher qu'il ne faut pas réparer les conséquences dommageables suite à la perte d'un être cher. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la compensation environnementale. Il ne s'agit pas de recréer à l'identique et de reproduire l'état initial. C'est plus un objectif à atteindre. Et de la même manière que finalement la réparation du préjudice moral ne vise pas à attribuer un prix à la vie, la compensation environnementale ne vise pas à attribuer un prix à la nature. Il s'agit en fait en définitive d'un objectif un peu moins ambitieux. Il s'agit tout simplement de limiter les impacts du développement que l'on va avoir sur la nature. Et sous prétexte que la compensation environnementale ne peut jamais être totale ou intégrale, il serait à mon sens
peu judicieux finalement de la rejeter en intégralité. Alors certes, ça n'est pas la panacée, on n'atteint jamais une réparation intégrale, mais l'objectif, c'est véritablement de limiter les impacts du développement et des projets d'aménagement sur l'environnement. D'autant que pour les détracteurs, il est quand même également illusoire d'imaginer que les projets d'aménagement et l'artificialisation des sols se stoppent du jour au lendemain, puisque l'homme de tout temps a été un aménageur et a toujours conquis la nature. Donc voilà, il s'agit tout simplement d'un mécanisme qui est certes imparfait, mais qui permet dans une certaine mesure de prendre en compte les impacts du développement sur la nature. Et donc enfin, il y a une dernière critique qui est adressée à ce mécanisme, c'est la question de la pérennité de cette compensation environnementale, puisque si on regarde un petit peu la gestion institutionnelle, donc comment ça se passe, donc ces opérateurs de compensation, soit ils vont acheter le site, soit ils vont conclure une convention avec les propriétaires de sites. Et donc, au terme, donc ces conventions, il faut savoir, donc en France, elles sont conclues pour une durée minimum de 30 ans et elles peuvent aller jusqu'à 99 ans. Donc ça vous paraît peut-être beaucoup, mais à l'échelle de la biodiversité, ce n'est rien. Et le risque, c'est que lorsque cette convention arrive à son terme, eh bien, qu'est-ce que va devenir le site de compensation, la crainte, c'est celle d'un changement d'usage des sols, finalement, qui n'assurerait pas la pérennité de cette compensation environnementale. Donc, là encore, les États-Unis, si on se tourne vers leur exemple, ont procédé à un recadrage réglementaire pour assurer cette pérennité de la compensation environnementale. Donc dorénavant, les conventions, elles s'accompagnent de servitudes environnementales perpétuelles. Vous avez également des fonds de garantie qui sont prévus parce qu'on est bien sur un instrument de marché avec des opérateurs économiques qui sont donc soumis aux aléas du marché. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il va se passer si la banque de compensation fait faillite, par exemple? Eh bien là, les États-Unis ont prévu des fonds de garantie. Par ailleurs, il y a un suivi, un contrôle très précis qui a été mis en place aux États-Unis. Et vous avez même parfois une clause dans les conventions qui oblige, donc au terme de la convention, à restituer le site à une ONG environnementale. Tous ces garde-fous, ils n'existent pas pour le moment en France, et donc c'est bien la critique qui est adressée. Certains considèrent qu'on est allé un petit peu vite en besogne en France, puisque notamment donc, l'expérimentation qui est menée avec la CDC biodiversité n'est pas encore terminée, elle n'est pas encore arrivée à son terme, que la loi biodiversité déjà généralise le mécanisme. Ensuite, cet enjeu de la pérennité, il se pose, en fait, la question se pose sur un autre plan, c'est sur le plan des réserves foncières. Donc là encore, en Europe, on est sur des territoires densément peuplés, et dès lors, on peut craindre qu'à terme, on n'ait plus de réserves foncières pour assurer cette compensation, et que du coup, un projet d'aménagement ne soit plus compensé par la recréation du milieu détruit, mais par la préservation de milieux existants, entraînant au final un recul global de la biodiversité. Alors sur ce point, je ne vais pas être très longue. Sur la question de la pérennité, il est évident que la loi biodiversité n'est pas suffisamment ambitieuse. Simplement, on peut quand même noter qu'il s'agit d'une avancée notoire si on compare le droit qui préexistait avant la loi biodiversité. Alors effectivement, on n'a pas retenu dans le cadre de ce texte de loi les servitudes environnementales. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit rapidement pour que vous puissiez comprendre? En fait, les servitudes environnementales, c'est un petit peu la même chose que les servitudes de passage. Certains doivent connaître les mécanismes. Les servitudes environnementales vont être attachées au fond, c'est-à-dire au sol, au foncier, et non pas à la personne. Et donc, elles ne vont pas être soumises aux aléas des différentes ventes et achats, et vont suivre le fond en quelques mains que ce soit. Donc, l'intérêt de ces servitudes environnementales, comme l'a indiqué ma camarade, c'est qu'elles sont précisément perpétuelles,
Et dans la loi biodiversité, ça a été longuement débattu. Il y a eu différents lobbies qui se sont manifestés, notamment les agriculteurs. Et donc, on a retenu un contrat à minima qui est quand même un progrès. Donc, bon, c'est un peu du jargon juridique, mais donc c'est des contrats constitutifs d'obligations réelles environnementales qui, ainsi que ma camarade vous l'a indiqué, vont pouvoir durer jusqu'à 99 ans. Donc, on n'a pas de perpétuité, mais on a quand même une durée relativement longue avec une innovation juridique qui n'existait pas antérieurement. Et on peut quand même imaginer, puisqu'on a différents exemples dans les pays anglo-saxons notamment, ces servitudes environnementales existent, on peut penser qu'à terme, par la suite, on adoptera ces servitudes environnementales qui permettront d'assurer précisément la pérennité de la mise en œuvre de la protection de l'environnement. Donc on va terminer sur cette question des banques de compensation avec une petite question. Donc quel est selon vous le prix moyen d'un titre, donc d'un hectare, sur la plaine de Caussure? Donc la plaine de Caussure, c'est où la CDC Biodiversité mène son expérience. Donc quel est le prix d'un titre pour un aménageur devant respecter son obligation de compenser? Alors là aussi, vous avez bien répondu, c'est bien 45 000 €. Donc là encore, les détracteurs disent que c'est définitivement pas assez cher pour dissuader des aménageurs. Pour comparaison, par exemple, le prix moyen d'un titre aux États-Unis, là pour le coup, c'est 200 000 €. Voilà, on va peut-être s'arrêter ici, puis voir s'il y a des questions dans le public.